3 fois inculpé et pourtant candidat en 2024, Donald Trump défie la justice américaine et entame une course contre la montre. C'est le grand angle du 64 minutes. Alors qu'il prendra connaissance de la date de son procès dans très exactement 3 semaines, Donald Trump provoque un nouveau buzz. Il veut récuser la juge qui devra le juger pour tentative de manipulation électorale et complot suite à l'assaut du Capitole. Quels sont ses arguments? Quelles sont ses chances d'y parvenir? Et surtout, quels sont ses plans? Jérôme Viala-Godefroy, bonjour. Vous êtes notre invité, invité du Grand Angle. Alors, est-ce que c'est une énième diversion où Donald Trump est-il en droit de demander une nouvelle juge? Alors, il peut tout à fait demander. Il y a peu de chances que ça soit accepté. Les juges sont choisis au hasard. Hein. Il va demander aussi le changement de localisation parce qu'il dit qu'à Washington, D.C., il y a trop de gens qui sont contre lui, parmi d'éventuels jurés qui pourraient être choisis. Mais ça, c'est un argument ? Alors, ce n'est pas un argument qu'il va pouvoir utiliser, le changement comme ça. Il faudrait qu'il y ait vraiment des bonnes raisons en termes de droit. Et donc là, par exemple, en Floride, hein, pour l'autre procès qui va avoir lieu en Floride, là, c'est le contraire. En fait, là, il est plutôt dans un lieu qui est plutôt en sa faveur. Donc ça va être compliqué pour lui d'obtenir, à mon avis, gain de cause sur ces... Qu'est-ce qu'il reproche à cette juge ? Alors, il lui reproche d'avoir été nommé par Barack Obama, ce qui est le cas. Mais il faut voir que, par exemple, la juge en Floride a été nommée par lui-même. Et c'est quelque chose qui fait partie du processus aux États-Unis, puisque les juges fédéraux sont nommés par l'exécutif. Et alors, ces juges sont nommés de manière aléatoire, même quand il s'agit d'un procès qui implique un ancien président des États-Unis ? Oui. Alors, au niveau du procès lui-même, il y a un pool en fait de juges donc il y a un nom qui est tiré. Et il se trouve que cette juge-là a été tirée sur son affaire. Vous dites que probablement il ne parviendra pas à dépayser le procès, c'est-à-dire à le déplacer ailleurs, que probablement ses arguments ne vont pas fonctionner non plus pour récuser la juge. Alors, quel est son pari ? Alors, ce qu'il va essayer de faire, c'est vraiment de jouer sur l'opinion publique. Ses avocats, là, tout le week-end, sont allés sur toutes les chaînes, notamment son avocat principal, et a accusé, en fait, le gouvernement Biden d'être derrière ce procès, que c'est un procès politique, et puis que, en fait, on remet en cause la liberté d'expression. Donc, c'est vraiment sur qui est garantie par la Constitution, en disant, voilà, il s'est juste exprimé, il a donné son opinion et on l'attaque pour avoir donné son opinion. Alors que dans l'accusation, le chef d'accusation, c'est d'avoir essayé de faire pression sur un certain nombre de personnes dont il est accusé. Ce n'est pas juste d'avoir une opinion ou même de croire que l'élection a été volée. Alors, vous parliez de son armada d'avocats. Il a déjà dépensé visiblement 40 millions de dollars en frais judiciaires. Il a combien d'avocats pour le défendre? Il a plusieurs avocats, mais le dernier là, a été juste engagé le 20 juillet. C'est pas forcément... Alors c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui n'ont pas accepté aussi de le défendre. Et donc il a surtout beaucoup d'affaires en cours. Et ça, c'est assez rare quand même d'avoir un accusé comme ce qui a autant d'affaires en cours. Il en est là, je crois, à 78 chefs d'accusation en tout. Dans cette affaire de complot, il risque 55 ans de prison. Il risque aussi 130 ans de prison pour avoir volé des documents classifiés. Autant pour l'affaire Stormy Daniels. Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir avec toutes ces affaires? Alors, ça va être très compliqué. Au niveau fédéral, en fait, pour lui, sa vision, c'est s'il était élu, il pourrait éventuellement s'autogracier ou bien nommer un procureur général qui annulerait les accusations. En fait, c'est vraiment son pari. Donc pour lui, être élu, il joue le contre-la-montre, c'est ça? Il essaye d'aller jusqu'à l'élection présidentielle pour éventuellement sauver sa peau grâce à une immunité présidentielle. Donc là, c'est ce que vont faire ses avocats. Ils vont demander à aller faire ça le plus tard possible, en arguant du fait qu'ils ont besoin de travailler sur le dossier, de connaître les pièces. C'est un classique, hein, et c'est aussi un classique chez Donald Trump, en dehors même de cette affaire en particulier, c'est de toujours retarder en espérant qu'il y aura un autre moyen pour lui de s'en sortir. Mais alors, ce qui n'est pas classique, c'est un ancien président
inculpé, qui va pouvoir faire campagne. Il y a d'abord la campagne chez les Républicains pour désigner le candidat. Et puis il y a aussi l'élection, enfin le scrutin. Que prévoit la Constitution américaine en pareille situation? Est-ce que c'est normal? Et c'est en tout cas au niveau du droit, il peut tout à fait faire campagne tant qu'il n'est pas. Il y a simplement le 14e amendement qui l'empêcherait s'il était justement accusé d'avoir essayé de renverser, d'avoir fait une insurrection, d'avoir renversé le gouvernement, mais ce n'est pas du tout pourquoi il est accusé. Et donc là, toutes les accusations qui lui sont faites ne l'empêcheront pas du tout de se présenter. Il n'y a aucun moyen pour lui, pour en tout cas les procureurs, etc., de l'empêcher de se présenter. Et il a des chances de gagner? Alors, pour ce qui est des primaires, il a quand même de grandes chances de gagner. Il faut quand même faire attention parce qu'on est loin encore des primaires. Il peut se passer beaucoup de choses. Les primaires, c'est quand? C'est en janvier, c'est ça? Voilà, ça commencera vraiment en janvier. Il devrait y avoir aussi en août prochain un débat auquel il a refusé a priori de participer, mais il y a un peu de suspense là-dessus. Mais il est vraiment en tête par plus de 30 points dans les sondages sur son principal rival, Ron DeSantis. Comment expliquer que Ron DeSantis n'arrive pas à percer? Alors, Ron DeSantis a une stratégie d'aller vraiment à la droite de Trump et de jouer vraiment sur C'est possible d'aller à la droite de Trump? Ben oui, tout à fait. Mais il remet en cause, par exemple, l'enseignement négatif de l'esclavage en Floride. Enfin, il va très très loin quand même. Et donc, il a fait ce pari d'être à fond sur la guerre culturelle. Mais en plus, Ron DeSantis n'est pas un personnage très charismatique. Et c'est assez compliqué pour lui quand même. Et là, il est vraiment encore bas dans les sondages. Alors, il a eu son succès en Floride, mais il n'arrive pas vraiment à traduire ça au niveau national. Alors moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Donald Trump a, sur son réseau social, il n'a que 5 millions d'abonnés et il n'y a que 600 000 utilisateurs par mois, mensuel. Comment expliquez-vous sa popularité au niveau des sondages? Alors au niveau des sondages, c'est parce que là on a vraiment un pic qui est fractionné où finalement on se définit par rapport à Trump sur l'opposition par rapport aux démocrates. Donc en fait, il faut voir que chez les républicains, il n'y a que à peu près un gros tiers, enfin entre 35 et 40% qui sont vraiment à défendre Trump quoi qu'il arrive. Mais les 2 tiers sont plutôt plus mitigés, mais face à un démocrate et face à Joe Biden, ils voteront a priori quand même pour Donald Trump. Et puis cette opposition à Trump au sein du Parti républicain, elle est vraiment émiettée. Aucun candidat, même pas Ron DeSantis, n'a réussi à unifier une opposition éventuelle à Donald Trump. Joe Biden est particulièrement silencieux. Comment l'interpréter? Il a raison, il ne joue pas, en fait, il ne veut pas jouer sur cette idée que rajouter de l'eau au moulin sur l'idée que c'est vraiment un procès politique. Et il a choisi un procureur indépendant et il est accusé de toute façon par Fox News, par un certain nombre de journalistes à droite et aussi par tous les républicains d'être impliqué, d'être derrière et de vouloir aussi cacher les problèmes de son fils, les problèmes juridiques de son fils, Hunter Biden. Mais donc, pour Joe Biden, l'intérêt, c'est de surtout pas s'en mêler. Mais alors, comment se positionne l'électorat démocrate? Est-ce qu'ils sont, comme l'électorat républicain, derrière à fond Biden? Alors, ils sont pas forcément à fond derrière Biden. D'ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre, ils sont vraiment à fond. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... là, il y avait un sondage du New York Times qui montrait qu'ils étaient à peu près coude à coude à 43% chacun. Et donc, il y a à peu près 15 à 20% de l'électorat qui ne veut aucun des 2 candidats de toute façon. Donc, le soutien, il est très mitigé, en fait. Et il se fera, à mon avis, surtout par rapport à l'opposition de l'autre candidat. Et la question, effectivement, des problèmes juridiques de Trump va être au cœur de la campagne. Et face à Biden, est-ce qu'il y a un candidat démocrate, je pense à Kennedy, qui soit capable de le concurrencer ou en tout cas d'émerger comme nouvelle figure démocrate? Alors il ne pourra pas, il a beaucoup de casseroles également, il est une sorte de complotiste, il y a
peu de chance, enfin il ne va pas le menacer, mais ce qu'il pourrait faire, ce qu'un troisième candidat pourrait faire, d'ailleurs à droite comme à gauche, ça serait éventuellement de siphonner quelques voix. Et il faut voir que c'est important parce qu'aux États-Unis, ça se passe sur quelques États en fait. Hein. Les élections se jouent sur quelques États clés. Il faut se souvenir que par exemple Hillary Clinton, elle a perdu à 70 000 voix près sur 3 États. Mais alors ce troisième candidat, il ferait campagne sur quelle thématique ? Alors là, on ne sait pas encore. Il faudrait voir qui va vraiment émerger. Il y a plusieurs noms. Il y a effectivement Kennedy, mais il y a d'autres noms aussi qui apparaissent, notamment chez un candidat noir américain qui pourrait prendre quelques voix du côté des Noirs américains qui soutiennent généralement bien le candidat démocrate. Mais là, il est vraiment trop tôt pour savoir. Il faudra voir vraiment où on en sera au niveau des primaires déjà républicaines et voir qui se présente du côté démocrate. À quoi s'intéressent les Américains ? Quelle est la première préoccupation des Américains ? C'est très souvent l'économie. Et là, on est encore dans cette question. C'est vraiment la question. Alors, même s'il y a beaucoup de choses sur la guerre culturelle, les questions de procès, pour les Américains, c'est l'inflation, c'est le problème économique. Alors, même si ça va mieux, pour l'instant, ça ne se traduit pas par un soutien à Joe Biden, qui a fait pas mal de choses, mais il est vu comme étant faible au niveau économique et en partie parce qu'il donne une impression de faiblesse au niveau de son âge. Donc c'est écrit, le prochain duel américain, ça sera encore Biden versus Donald Trump ? Oui, je pense que ça va être... On peut le dire parce que si même Trump devait perdre les primaires républicaines, de toute façon, il n'abandonnera pas et il serait capable de se présenter en tant qu'indépendant. Merci Jérôme Viala-Godefroy d'avoir été notre invité.